Bonjour et bienvenue à la chaîne dédiée aux cours de base de la géotechnique de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier l'écoulement de l'eau dans le sol. Cet aspect de l'hydraulique souterraine est d'une importance capitale pour le géotechnicien dans la mesure où ça lui permet d'estimer la pression de l'eau en tout point du sol et aussi de calculer le débit de fuite à travers ou bien au-dessous d'un ouvrage hydraulique, notamment le barrage. Alors, pour commencer, je vais bien sûr préciser que les grains du sol ne sont pas cimentés, ne sont pas vraiment cimentés comme c'est le cas du béton, mais ils sont juste maintenus par des contraintes qui proviennent de différents types de forces. Par exemple, pour les sols fins, notamment les argiles, qui sont chargés négativement, les particules sont attirées les uns aux autres par ces forces électrostatiques. Ces forces, bien sûr, n'existent pas pour les sols grenus, puisqu'ils sont inertes et de point de vue électrique. Mais il y a un type de force d'attraction qui est commun aux deux types de sols. Ça veut dire qu'il peut exister pour tous les types de sols. Ce sont les forces d'attraction qui sont dues à la capillarité, lorsque le sol est non saturé. Alors, donc, si je prends par exemple, bien sûr, je vais simplifier, je prends le premier grain du sol, voilà. Ici, c'est le deuxième grain du sol, donc je vais le noter B. Donc, si le sol n'est pas saturé, j'aurai ici de l'eau, ici c'est de l'air, et ici, je vais donc avoir de l'eau, d'accord? Et là, donc, il y aurait, avec la présence des trois phases, j'aurai des tensions superficielles. C'est la matière qui va essayer d'attirer vers elle donc le fluide. Donc j'aurai cette force, cette tension superficielle que je vais noter 1. Ici, donc, je vais la noter FA'. Et de l'autre côté, je vais la noter FB. Et de l'autre côté, je vais la noter FB'. Donc si maintenant je mets la résultante, donc la force pratiquée par A sur l'eau, je vais obtenir donc FA'. Et ici la résultante, donc c'est FB'. En appliquant le principe d'action-réaction, on va essayer d'obtenir la force appliquée par l'eau sur les grains. Ça veut dire que je vais trouver, bien sûr, une force FA' qui a la même intensité, mais dans le sens opposé. Donc ici, l'eau, il pratique une force qui est égale à FA' sur le grain A et une force FBB' sur le grain B. Donc vous voyez là que ce sont des forces d'attraction qui vont essayer de rapprocher les deux grains du sol. Voilà. Donc, ces forces de capillarité, ils sont importants. Ils vont essayer de rapprocher les grains. Qui dit rapprocher les grains, dit augmenter les surfaces de contact entre eux et dit, bien sûr, augmenter le frottement, augmenter le freinage, ce qui est très important dans le sol, parce que c'est ce frottement qui va résister aux déformations par la suite et à la rupture du sol. Voilà. Donc, ceci, c'est lorsque notre sol, bien sûr, il est non saturé. Et je souligne l'eau non saturée. Il y a de l'eau, de l'air et les grains solides. Maintenant, si notre sol, il est saturé, si notre sol devient saturé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reprendre mes deux grains, le grain A et mon grain B. Donc l'eau qui se trouve à l'intérieur, il va se mettre sous pression et il va appliquer une contrainte bien sûr normale. L'eau, donc il pratique toujours une contrainte normale. Donc une contrainte normale sur le grain A. Voilà.
contrainte normale sur le grain B. Ça veut dire qu'entre les deux grains, qu'est-ce que j'ai? Entre les deux grains, j'ai une contrainte qui est appliquée vers le haut et une contrainte qui est appliquée vers le bas. Ça veut dire que la pression qui est mobilisée entre les deux grains va essayer de séparer les deux grains. Alors cette pression, elle est appelée pression interstitielle. Interstitielle. D'accord? Alors, donc la pression interstitielle, c'est la pression de l'eau dans les pores du sol, dans les vides du sol, dans les interstices du sol. C'est pour ça qu'elle est appelée pression interstitielle. Voilà. Donc, cette pression interstitielle doit être estimée correctement parce qu'elle est très néfaste pour la stabilité du sol et pour sa résistance au cisaillement. Donc, c'est de là où vient l'intérêt de ce chapitre. Donc, nous allons étudier l'écoulement de l'eau dans le sol pour l'exploiter à la détermination de cette pression interstitielle que nous allons bien sûr utiliser dans d'autres applications par la suite. D'accord? Alors, donc pour commencer notre étude, nous allons nous fixer des hypothèses. Alors, la première hypothèse, c'est que le sol, bien sûr, il est saturé. Deuxième hypothèse, c'est la condition de continuité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette condition de continuité? Alors, si on considère un volume du sol qui est limité par une surface S et qui est traversé par un débit pendant un temps d'été, le volume d'eau qui va entrer à cet échantillon de sol, c'est exactement le même volume qui va sortir. Ça veut dire que si dV1 c'est le volume entrant et dV2 c'est le volume sortant, dV1 ça va être égal à dV2, c'est la condition de continuité. C'est normal, puisque nous avons un volume constant, la surface est constante. Qu'est-ce qu'il y a dedans, le volume? Il y a les particules solides qui sont incompressibles et il y a de l'eau qui est incompressible aussi. Donc tous les volumes ne changent pas. Donc si je fais rentrer le fluide, automatiquement il est obligé de sortir de l'autre côté. Il n'a pas de place. D'accord? Ça c'est la condition de continuité. Alors, donc cette condition, elle pourrait être écrite d'une autre façon, donc divergence de la vitesse qui est égale à 0. Cette relation, on peut la démontrer. Donc, voilà. Divergence de V qui est égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2Vx sur dx plus dVy sur dy plus dvz sur dz entre V qui est égal à 0. Et le V ici, c'est pas le volume, c'est la vitesse de l'écoulement. La vitesse, c'est la vitesse de l'écoulement. Donc ça découle de la condition de continuité. Alors la troisième hypothèse que nous allons mettre, c'est une hypothèse qui est relative à cette vitesse V. Alors, vous allez, si jamais, on imagine que nous avons un tube vide. Et nous allons donc faire passer de l'eau ici. C'est un débit Q. Et nous allons récolter bien sûr le même débit. Alors, les filets fluides, ça veut dire les trajectoires qui sont suivies par le fluide, ils sont ainsi. Ça veut dire que ce sont des trajectoires qui sont verticaux. Il n'y a aucun obstacle qui va les freiner. Alors, ça c'est pour un tube vide. Si je prends maintenant le même tube et je le remplis de sol. Voilà. Donc, je le remplis de sol. Donc, il y a ici le grain. Bien sûr, un sol saturé. Donc, ça, tous les vides sont remplis d'eau et je vais faire passer de l'eau. Automatiquement, l'eau, il ne pourrait pas suivre des trajectoires verticales rectilignes, mais il va chercher donc son passage. Donc, nous allons trouver par exemple que ça fait comme ça. Exemple. Voilà, c'est ça la trajectoire qui est suivie par l'eau. Voilà.
Ça veut dire que normalement, si je veux calculer la vitesse pour le cas d'un tube qui est traversé, un tube vide traversé par l'eau, c'est Q sur S, c'est le débit sur la surface. Mais ici, dans le cas du sol, donc ça dépend. Donc si je cherche à calculer la vitesse, ça va dépendre de chaque point. Ça veut dire que je dois calculer la vitesse en chaque point. Parce que en chaque point, la surface traversée est différente. Si je prends par exemple, si j'agrandis quelque part là, donc ici par exemple, j'ai un grain là et l'eau qui va donc passer par là. Donc si je prends le point 1 et le point N se trouve là, donc ici la surface traversée par l'écoulement elle est petite par rapport à celle du point M. Donc automatiquement la vitesse au point M, elle va être plus grande que la vitesse du point au point N, puisque la surface traversée au point M est plus petite que la surface de là-bas traversée au niveau du point N. Voilà. Donc pour ne pas entrer dans ces éléments de variation de la vitesse V, nous allons prendre la vitesse moyenne, la vitesse apparente. D'accord? La vitesse, nous allons la calculer seulement de cette façon. Ça veut dire que nous allons prendre toute la section de l'écoulement et nous allons diviser le débit par cette section pour obtenir la vitesse tout court. Donc c'est une vitesse qui n'est pas réelle, bien sûr qui n'est pas réelle, c'est une vitesse qui est moyenne. C'est une vitesse qui est apparente. Voilà. Donc ça, c'est la troisième hypothèse. Alors, dernière hypothèse, c'est que nous allons considérer que notre écoulement est permanent. Ça veut dire que la vitesse, en tout point, reste, à un point donné, pardon, reste constante indépendamment du temps. Ça veut dire que la vitesse est indépendante du temps. Ça veut dire que nous aurons un écoulement permanent. Voilà. Donc ce sont les différentes hypothèses sur lesquelles nous allons nous baser pour faire notre étude. Alors, l'étude de l'écoulement de l'eau, bien sûr, elle se base sur la charge hydraulique totale. Alors, donc, la charge hydraulique totale, elle est définie pour un écoulement d'un fluide sous l'effet de la pesanteur uniquement. Donc, pour un axe OZ vertical ascendant, la charge hydraulique est définie comme ainsi. Charge hydraulique totale est égale à un point M, bien sûr, elle est égale à V au carré sur 2G, plus U au point M sur gamma oméga, plus Z M. Donc ici, la charge totale, c'est égal à la vitesse, la charge totale bien sûr, un point M, est égal à la vitesse au carré sur 2G, avec G c'est l'accélération de la pesanteur, UM c'est la pression de l'eau au point M, c'est la pression interstitielle sur gamma oméga, plus ZM. ZM c'est bien sûr le niveau du point M, la latitude du point M par rapport à une référence choisie, une référence arbitraire. Voilà. Donc, en mécanique des sols, la vitesse V, qui est égale à 10 cm par seconde, c'est la vitesse maximale et qui n'est jamais atteinte d'ailleurs. C'est une vitesse vraiment maximale qu'on n'atteint jamais, égale à 10 cm par seconde. Elle nous donne, lorsqu'on calcule V au carré sur 2G, ça va nous donner juste 0,5 mm. Donc, par rapport à ces deux termes, ce 0,5 mm est négligeable. C'est pour ça qu'en mécanique des sols, on néglige ce terme. Et on aura la charge totale est égale à UM sur gamma oméga plus ZM tout court. Donc, celle-là, elle est appelée charge totale. Celle-là, elle est appelée charge de pression. Et celle-là, c'est la charge d'élévation. Donc, je peux écrire que HT est égal à HP, c'est la charge de pression,
plus HE, c'est la charge d'élévation. Voilà. Alors, donc comme vous voyez, cette charge hydraulique totale est exprimée en mètres. C'est une hauteur. Alors, qu'est-ce qu'elle exprime? La charge hydraulique à un point donné exprime physiquement l'énergie qu'a ce point pour pouvoir se déplacer avec les couloirs.